Sandra Birchmore est une jeune femme de 23 ans absolument passionnée par la police. Elle rêve d'en faire partie et elle est sur le point d'y arriver. Malheureusement, elle sera retrouvée morte chez elle un beau jour et l'enquête sera rapidement clôturée. Mais une enquête interne à la police va venir révéler que peut-être Sandra aurait été victime de ceux qu'elle admirait le plus au monde. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Sandra Birchmore, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une histoire très compliquée, j'ai envie de dire, une histoire qui révèle quand même que parfois les services de police qui sont censés nous protéger ne le font pas et bien au contraire. Évidemment, ça reste un cas isolé, mais tout de même, je trouvais cette affaire vraiment choquante et vraiment triste. Donc voilà, je trouvais ça important et intéressant de vous en parler aujourd'hui sur cette chaîne. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Sandra Birchmore est née le 13 mai 1997 et a grandi aux États-Unis dans l'État du Massachusetts et plus précisément dans la ville de Stoughton. Elle a été élevée par sa mère, sa grand-mère ainsi que par sa tante. Je ne sais pas si son père était présent, je ne crois pas, en tout cas il a été mentionné nulle part et n'est présent sur aucune photo. Il faut savoir que depuis qu'elle était toute petite, Sandra était passionnée par le métier de policière. D'ailleurs, lorsqu'elle a eu 13 ans, elle a pris la décision de rejoindre un programme jeunesse appelé le Youth Explorers qui était destiné aux jeunes adolescents et qui était encadré par le service de police de la ville de Stoughton. J'ai regardé sur internet pour comprendre un peu plus ce qu'était ce programme. Donc de ce que j'ai vu, c'était un programme qui avait en parallèle de l'école normale où elle était. Et voilà comment la police le décrit. Le programme offre aux jeunes adultes une sensibilisation personnelle au système de justice pénale à travers des formations, des expériences pratiques, des concours et d'autres activités. De plus, le programme favorise la croissance personnelle par le développement du caractère, le respect de l'état de droit, la forme physique, le civisme et le patriotisme. Donc voilà, c'est un programme qui vise clairement à créer des futurs policiers. Mais en tout cas, Sandra était extrêmement heureuse d'en faire partie et elle s'est encore plus passionnée par les forces de l'ordre après ça. D'ailleurs, les jeunes du programme avaient leurs propres uniformes et elle le portait vraiment souvent, elle en était extrêmement fière. À l'époque aussi, Sandra avait déjà un compte Facebook et elle en profitait pour publier régulièrement des photos d'elle à côté de membres de la police ou simplement des photos mettant en valeur la police de sa ville. De ses 13 ans à ses 19 ans, tout a alors semblé se passer au mieux dans la vie de Sandra, mais malheureusement en 2016, toute sa vie va être chamboulée. Cette année-là, en l'espace d'un mois, sa grand-mère ainsi que sa mère vont toutes les deux décéder. Je ne sais pas exactement de quoi elles sont décédées, mais leur mort n'était pas vraiment liée, c'était juste un malheureux hasard. En tout cas, après ça, Sandra est restée vivre avec sa tante et j'imagine que pendant les 3 années suivantes, elle a continué à s'épanouir dans le programme de police. Mais en 2019, alors qu'elle avait à présent 21 ans, un nouveau malheur va lui tomber dessus et sa tante va décéder à son tour. Suite à ça, Sandra s'est alors retrouvée seule et a emménagé dans un appartement au 3307 Windsor Woods Way dans la ville de Canton, à moins d'une dizaine de minutes en voiture de son ancienne maison. À ce moment-là, elle a également pris la décision de passer l'examen officiel pour intégrer le service de police de l'État du Massachusetts et a finalement été jugée éligible à intégrer le service de police de sa ville. En attendant qu'un poste se libère, elle a alors commencé à travailler dans une école publique de sa région, mais évidemment, elle, son but c'était encore de devenir policière, donc elle travaillait autre part en attendant d'avoir un poste. Elle va alors rester dans cette situation pendant environ 2 ans, et puis au mois de février 2021, sa vie va brutalement s'arrêter. En fait, le jeudi 4 février 2021, le personnel de l'école dans laquelle Sandra travaillait a appelé la police pour signaler que Sandra n'était pas venue travailler depuis 2 jours et qu'elle n'avait pas prévenu et qu'elle ne s'était même pas déclarée malade. Je ne sais pas si ses collègues étaient vraiment inquiets ou si c'était la procédure, sans doute un peu des deux, mais en tout cas, la police a été prévenue et ils ont décidé de se rendre au domicile de Sandra pour voir un petit peu ce qu'il se passait. Alors à 11 h du matin, toujours le jeudi 4 février,
des policiers se sont rendus à son domicile. Ils ont sonné à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu. La situation était quand même très étrange, ça faisait plusieurs jours que personne ne semblait l'avoir vue, donc là les policiers ont décidé de défoncer sa porte d'entrée pour essayer de voir ce qui se passait à l'intérieur. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement, les policiers vont remarquer qu'il y avait 2 chats. De plus, les enquêteurs noteront que l'appartement était assez encombré et assez sale. Ils vont alors faire le tour des lieux, mais rapidement ils vont constater que la porte de la chambre était fermée à clé. Donc là encore une fois ils ont toqué, ils ont essayé d'ouvrir mais il semblait y avoir personne de l'autre côté. Donc encore une fois ils ont décidé d'enfoncer la porte. Lorsque la porte s'est ouverte, les officiers vont retrouver Sandra assise par terre avec un foulard autour du cou qui était aussi fixé à la poignée de sa garde-robe. Autrement dit, elle s'était donc pendue et il faut savoir une chose, c'est que ce genre de pendaison où le corps est toujours en contact avec le sol est une manière peu commune pour mettre fin à ses jours parce que c'est quelque chose d'extrêmement long et douloureux. Mais bon, à ce moment-là, les enquêteurs se posent pas plus de questions que ça et ils vont immédiatement appeler une ambulance. Malheureusement, dès que le médecin arrivera sur les lieux, il déclarera Sandra morte et dira qu'elle était décédée depuis bien trop longtemps pour tenter toute réanimation. C'est donc à 11h46 que l'heure du décès a été prononcée. Bon, là, évidemment, même si ça ressemblait à un suicide, une enquête sur sa mort va être ouverte. Le corps de Sandra sera emmené auprès d'un médecin légiste qui rendra alors son rapport en disant qu'il n'y avait aucun doute là-dedans, Sandra était décédée des suites de sa pendaison et même si elle l'avait fait d'une manière plutôt peu commune, il n'y avait selon lui aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'un suicide, ni plus ni moins. Donc si Sandra avait mis fin à ses jours d'elle-même, il n'y avait pas de quoi faire une enquête et donc le dossier a été clôturé. Normalement, c'était ici que s'arrêtait l'histoire, mais heureusement, le médecin légiste va quand même découvrir quelque chose sur le corps de Sandra. Il va découvrir qu'elle était enceinte et ça quand même, ça va poser quelques questions. En fait, la police a dû annoncer aux proches de Sandra qu'elle était enceinte au moment de sa mort, que le bébé était aussi décédé. Et là, en fait, les proches de Sandra vont aller voir la police pour dire qu'ils savaient qui était le père et que justement, selon eux, ça rendait la mort de Sandra bien plus compliquée qu'elle n'en avait l'air. En fait, les amis de Sandra vont vraiment aller voir les policiers et vont leur demander de les écouter parce que même si l'enquête était maintenant fermée, pour eux, eh bien, c'était important qu'ils sachent que le père du bébé était en fait un autre policier. Il s'agissait d'un certain Matthew Farwell, 35 ans, un policier de la ville de Stoughton. En fait, Matthew Farwell, c'était un ancien vétéran de l'armée américaine et plus tard, il avait rejoint le département de police de la ville de Stoughton. À partir de là, il était devenu instructeur adjoint dans le programme jeunesse que Sandra avait suivi et c'est comme ça que Sandra avait connu Matthew. Elle avait 12 ans à l'époque et lui en avait 24. Les amis de Sandra vont alors déclarer à la police qu'en fait, Sandra et Matthew avaient commencé à avoir des relations sexuelles alors que Sandra n'avait que 15 ans et Matthew, lui, 27 ans. Je précise d'ailleurs qu'au Massachusetts, l'âge du consentement légal est de 16 ans et elle n'en avait que 15 à l'époque. Les amis de Sandra diront également que Sandra était une jeune femme extrêmement naïve et très admirative des policiers et des forces de l'ordre et que sans doute Matthew en avait profité pour abuser d'elle. Mais même lorsque Sandra avait grandi, elle n'avait pas voulu arrêter cette relation qu'elle avait avec Matthew, même si lui, de son côté, était marié à une femme. Mais bon, Sandra, elle acceptait tout ça parce que sans doute qu'elle pensait vraiment qu'elle l'aimait. Sincèrement, si elle a commencé à avoir des rapports avec lui à 15 ans et que lui en avait 27, c'est pas du tout une relation saine et je pense sincèrement qu'il avait une très grosse emprise sur elle. Mais pour en revenir à la déclaration des amis de Sandra, en fait, ils vont expliquer qu'à la fin de l'année 2020, la relation entre Matthew et Sandra s'était totalement dégradée. La raison, c'est évidemment qu'à la fin de l'année 2020, Sandra va apprendre qu'elle était enceinte de lui. Par contre, il faut aussi savoir que Sandra avait toujours voulu devenir mère et l'arrivée de ce bébé était pour elle une chose vraiment extraordinaire. Elle avait acheté énormément de matériel pour bébé pour préparer au mieux son arrivée et elle avait dit à ses amis les plus proches que le père était donc Matthew Farwell, un policier de la ville. Elle avait également dit à ses amis qu'elle allait élever cet enfant seule parce que Matthew, le père, ne voulait pas vraiment s'en occuper, ne voulait pas du tout le reconnaître en fait. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au même moment, eh bien, la femme de Matthew Farwell était elle-même enceinte de son premier enfant. Là, il avait évidemment très hâte et très envie d'accueillir ce premier bébé qu'il allait avoir avec sa femme,
Mais de l'autre côté, eh bien, il ne voulait pas du tout que Sandra et son enfant viennent gâcher tout son bonheur. Ça avait alors créé de très grosses tensions entre Matthew et Sandra, et d'ailleurs elle dira même qu'un jour, Matthew l'avait poussée violemment lors d'une dispute. Mais malgré tout ça, les amis de Sandra diront aux enquêteurs qu'elle avait vraiment voulu garder son enfant et qu'elle faisait tout pour qu'il soit bien. D'ailleurs, une semaine avant qu'elle décède, elle avait été avec l'un de ses amis acheter une poussette pour le bébé à plus de 200 $. Ça faisait quand même une grosse somme pour elle qui gagnait pas énormément d'argent, donc ça prouve bien qu'elle voulait vraiment accueillir ce bébé. D'ailleurs, au moment où elle est décédée, elle était à 3 mois de grossesse, et il faut savoir que le 3e mois d'une grossesse, c'est un peu le moment où la mère se rend vraiment compte qu'elle va avoir un enfant, et c'est vraiment à ce moment-là que la grossesse est de plus en plus sûre, qu'on risque moins des fausses couches, etc. Donc c'était quand même une période charnière pour elle et son bébé. Donc avec tout ça, les amis de Sandra diront qu'ils doutaient réellement qu'elle ait mis fin à ses jours. Mais bon, malheureusement, les enquêteurs répondront que l'enquête avait été fermée et que le médecin légiste avait acté le fait que c'était un suicide. Par contre, même si la police restait sur le fait que Sandra avait mis fin à ses jours, il devait quand même éclaircir cette histoire de bébé. Là, les autorités ont alors décidé de lancer une enquête interne dans le service de police de Stockton. Avec le début de cette enquête, l'ancien chef de la police va être écarté et une nouvelle chef va être nommée. Donc pour commencer cette enquête, les autorités vont se renseigner et ils vont comprendre que la femme de Matthew a donné naissance à leur bébé le 2 février. Sandra, elle, serait morte le 1er ou le 2 février selon le légiste, donc quelques heures seulement avant que le bébé de Matthew vienne au monde, ce qui, là encore, est assez suspect. De son côté, Matthew Farwell, dès qu'il a appris qu'il y avait une enquête interne dans la police, il a décidé de prendre un avocat. Évidemment, ça a été un signe que peut-être il avait quelque chose à cacher, et donc les enquêteurs sur l'affaire vont décider de regarder les caméras de surveillance qu'il y avait devant l'appartement de Sandra. C'est totalement fou que ça n'a pas été fait avant, parce que si quelqu'un était venu pour l'assassiner, on l'aurait vu grâce aux caméras en train d'entrer dans l'appartement, mais ça c'est une réflexion qui est venue bien après, vu que à la base l'enquête sur la mort de Sandra a été rapidement clôturée. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, et donc les enquêteurs vont regarder ces images de vidéosurveillance. Là, ils vont constater que le 1er février, Matthew Farwell était entré dans l'appartement de Sandra à 21h15. Il y était resté exactement 28 minutes et puis il était reparti à 21h43. Chose importante à noter, sur les images, on voit qu'il avait entièrement couvert son visage comme pour rester anonyme. Donc déjà ça c'est très étrange et ça vient confirmer le fait que Matthew et Sandra se connaissaient. Une amie de Sandra va d'ailleurs parler aux enquêteurs et dirait que le soir du 1er février, elle était justement en train de parler à Sandra par SMS. Par contre, elle dira que justement, à partir de 21h30, donc ça colle avec le moment où Matthew était arrivé chez Sandra, eh bien Sandra avait arrêté de répondre et son amie a commencé un petit peu à se demander pourquoi elle ne lui parlait plus. À 23h59, cette amie va envoyer un dernier message à Sandra pour demander si tout allait bien, mais elle n'aura plus jamais de réponse de sa part. On dirait donc que c'est à partir de ce moment-là que Sandra a réellement arrêté de donner tout signe de vie. De plus, on verra clairement sur les caméras que la dernière personne à avoir été chez Sandra, c'était Matthew Farwell. De plus, on sait également grâce aux caméras qu'après ça, Sandra n'est plus jamais ressortie de chez elle. On peut donc clairement se dire qu'elle est décédée à ce moment-là et que sans doute Matthew est bel et bien lié à cette affaire. Surtout que le lendemain, son enfant, celui qu'il avait eu avec sa femme, naissait. En fait, ça laisse sincèrement l'impression qu'avant l'arrivée de son bébé, il a voulu se débarrasser de son plus gros problème, c'est-à-dire Sandra et l'enfant qu'elle attendait. Bon, ça faisait quand même énormément de preuves à l'encontre de Matthew et donc il va être interrogé par la police. Là, les autorités se sont dit que Matthew était sans doute le père du bébé vu son comportement. Bon, là par contre, je vous rappelle une chose, on n'est pas sur une enquête pour essayer de résoudre le meurtre de Sandra. Officiellement parlant, Sandra a toujours mis fin à ses jours, donc ce n'est pas un meurtre. L'enquête ici vise à faire une enquête interne à la police et ce que les autorités essayent de comprendre, c'est si Matthew est le père du bébé de Sandra ou non. Donc en tout cas, avec tout ça, Matthew va être interrogé par les enquêteurs. Dans un premier temps, il va alors bel et bien reconnaître qu'il est l'homme qui a été filmé par les caméras de surveillance en train d'entrer et sortir de l'immeuble de Sandra. Il a d'ailleurs reconnu qu'il lui avait rendu visite ce soir-là dans le but de rompre officiellement avec elle.
Il va d'ailleurs expliquer qu'une fois qu'il avait dit à Sandra qu'il voulait rompre, les deux s'étaient disputés et il avait fini par partir. Par contre, Matthew va totalement nier être le père du bébé que portait Sandra. Selon lui, la dernière fois qu'il avait eu des rapports sexuels avec elle, c'était en octobre 2020 et vu qu'en février 2021 elle était enceinte de 3 mois, eh bien ça ne pouvait pas coller. Mais bon, ça semble quand même un petit peu étrange parce qu'il va dire que la dernière fois qu'il avait eu un rapport sexuel avec elle, c'était en octobre 2020, comme je vous l'ai dit, et que d'ailleurs après ça, il n'avait plus eu de rapport avec elle parce qu'il avait décidé de rompre. Or, il explique aussi que le 1er février, il avait été chez elle dans le but de rompre. Donc comme s'il avait rompu 2 fois, ce qui est un petit peu étrange. Donc déjà ça c'était un petit peu bizarre, mais vous allez voir qu'il y a autre chose d'encore un peu plus incriminant. En fait, Matthew a refusé de faire un test de paternité pour savoir si oui ou non il était le père du bébé. Il a également refusé de se soumettre au test du polygraphe pour essayer de savoir si oui ou non il mentait. Et bien évidemment, il avait le droit de refuser parce qu'il n'y avait pas de preuves accablantes contre lui. Il n'était pas obligé d'accepter le test de paternité, il n'était pas obligé d'accepter le test du polygraphe, il était totalement libre. Oui, c'était suspect, mais sans doute que ça lui évitait d'avoir une preuve matérielle contre lui. Une autre chose va être très suspecte. Matthew va reconnaître avoir bloqué Sandra sur tous les réseaux sociaux et avoir supprimé tous les messages qu'il avait avec elle quelques jours avant qu'elle ne soit retrouvée morte. Il dira qu'il avait fait ça simplement parce qu'il voulait tourner la page, mais évidemment ça donne un petit peu l'impression qu'il avait des choses à cacher. Les enquêteurs qui pouvaient donc pas retrouver les messages sur le téléphone de Matthew vont décider de saisir l'ordinateur de Sandra dans le but de retrouver les conversations qu'elle avait avec Matthew. Alors oui, les enquêteurs vont retrouver les conversations, on va comprendre que les deux se disputaient beaucoup, qu'ils étaient loin d'avoir cessé tout contact, mais c'est clairement pas la chose la plus importante qu'on va trouver dans l'ordinateur. La police va en fait retrouver des discussions entre Sandra et un certain William Farwell, qui était en fait le frère jumeau de Matthew Farwell et qui était lui aussi policier. Dans ces conversations, on pouvait alors très bien comprendre que les deux avaient eux aussi eu des rapports sexuels. Donc suite à ça, le 11 février 2021, William Farwell va être interrogé et il va d'abord nier avoir eu des relations sexuelles avec Sandra. Mais bon, lorsque le policier qui l'interrogeait va finir par lui montrer les conversations sur Messenger qu'il avait eues avec Sandra, il a été obligé d'avouer. William a alors dit qu'il avait eu une relation sexuelle avec Sandra en 2020, mais il a aussi affirmé qu'il n'était pas le père du bébé. Par contre, il dira que c'était bel et bien Matthew, son frère jumeau, qui était le père. Selon William, c'est Sandra elle-même qui serait un jour venue le voir et qui lui aurait dit que Matthew était le père de son bébé. Mais attendez, parce que les choses ne s'arrêtent pas là. On va apprendre, toujours en fouillant l'ordinateur de Sandra, qu'elle avait eu des rapports sexuels avec un autre membre du service de police. Cette troisième personne s'appelait Robert Devine. Il avait été un des superviseurs du programme Explorers au moment où Sandra y était, donc lorsqu'elle était très jeune, 13 ans, et à présent, lui, il avait une 50aine d'années. Lorsque Robert Devine va être pointé du doigt dans cette enquête, il va alors totalement nier les faits et va d'ailleurs envoyer des courriers aux journalistes afin de se justifier. Mais évidemment, avec tout ça, on va un petit peu plus fouiller dans son passé et on va apprendre qu'il avait déjà eu un scandale sexuel par le passé avec une femme de la ville d'Easton. C'était en 2016 et à cette époque, il était chef adjoint dans la police. Quand le scandale avait éclaté, il avait été mis en congé administratif payé le temps que toute cette enquête interne se fasse. On n'a pas énormément d'informations sur cette enquête interne, simplement on sait qu'à la fin, eh bien Robert a été rétrogradé au rang d'officier. Donc il n'était plus chef adjoint, simplement officier, mais il pouvait rester dans la police malgré ce scandale sexuel. D'ailleurs, pendant ses congés payés, le temps que toute cette enquête se fasse, il s'est fait 80 000 $. Bon, en cherchant encore un petit peu plus sur son passé, on va alors apprendre qu'au début des années 2000, Robert Devine avait eu des contacts inappropriés avec une lycéenne dans le cadre d'un programme parascolaire. Les enquêteurs vont alors essayer de retrouver cette jeune femme qui était maintenant adulte pour essayer de comprendre ce qui s'était passé pendant les années 2000 et ils vont la retrouver et elle va accepter de parler. À l'époque, elle était donc une jeune adolescente et elle participait à ce programme avec la police. Un beau jour, Robert Devine lui avait alors demandé de le suivre jusque dans son bureau et une fois à l'intérieur, il avait fermé la porte à clé.
Il l'avait ensuite portée et mise sur son bureau et ensuite il l'avait approchée, regardé dans les yeux et il lui avait dit que lorsqu'elle aurait 18 ans, il l'inviterait pour un rendez-vous. En soi, il n'y a pas eu de contact sexuel, mais dans tous les cas, ça reste une agression. Elle était mineure, il l'a enfermée dans son bureau, il l'a quand même portée. Voilà, donc ça a été quand même très traumatisant pour cette jeune adolescente, je le rappelle. Et malgré ça, il faut savoir qu'à l'époque, ça n'avait pas fait beaucoup de bruit. Mais bon, cette fois-ci, en 2021, suite à cette enquête, Robert Devine a fini par démissionner de la police le 16 août 2022. Par la suite, comme il était également avocat, il a décidé d'écrire une longue lettre à la chef de la police afin de critiquer l'enquête interne qui avait eu lieu dans le cadre de la mort de Sandra et dans le cadre du bébé qu'elle avait dans le ventre et qui viendrait d'un policier. Dans cette lettre, Robert disait notamment qu'il trouvait ça inacceptable qu'on vienne fouiller dans la vie d'honorables policiers. Au final, c'est tout ce qui lui est arrivé à Robert Devine. Il a démissionné et il a continué à vivre sa vie normalement autre part. Mais c'est tout. Il n'a jamais fait de prison, il n'a jamais dû payer d'amende, rien. Simplement, il est parti de la police, il a démissionné. Mais revenons-en aux jumeaux Farwell. On a donc d'un côté Matthew, qui est sans doute le père de l'enfant de Sandra, mais qui est aussi potentiellement son assassin. Et puis de l'autre côté, on a William, qui lui aurait eu des relations sexuelles avec Sandra en 2020. Mais bon, les enquêteurs vont continuer à fouiller un petit peu dans la vie de ces deux personnes et ils vont se rendre compte que William avait quand même commis pas mal de grosses infractions. Déjà, on va apprendre qu'il avait mal orthographié intentionnellement son nom de famille ainsi que le nom de famille de Sandra dans la base de données des policiers. Je ne sais pas exactement ce que ça change, mais j'imagine que ça fait ralentir les choses parce qu'un nom mal orthographié, ça n'apparaît pas partout et donc ça embrouille un petit peu l'enquête. Évidemment, ça c'est totalement illégal et un policier n'est pas censé faire ça. De plus, il aurait plusieurs fois emmené Sandra à l'intérieur du commissariat et l'aurait même invité à manger avec lui à la cafétéria, ce qui est interdit évidemment, on ne peut pas faire rentrer comme ça des civils à l'intérieur du commissariat. Donc déjà ça, il n'en avait pas le droit. Bon, là encore, vous allez me dire, c'est pas des trop grosses infractions, mais vous allez voir, je commence vraiment doucement. L'enquête va également révéler que William avait présenté Sandra à deux hommes, un policier de la ville d'Abington et un recruteur militaire. Ces deux hommes avaient ensuite eu des comportements très inappropriés avec Sandra et lui avaient ensuite envoyé des messages eux aussi très inappropriés. William, de son côté, a semblé mettre une énorme pression psychologique à Sandra pour qu'elle ne parle pas, mais aussi pour qu'elle accepte les avances des hommes à qui il la présentait. La nouvelle chef de la police de Stockton a fait une conférence de presse en 2022 et suite à l'enquête interne du service de police, elle s'est excusée au nom de tous les policiers et a affirmé que tout au long de sa vie, Sandra avait été harcelée par trois policiers, c'est-à-dire Robert Devine, William Farwell et Matthew Farwell. Elle a également déclaré qu'elle prévoyait de demander à ce que ces trois policiers se fassent décertifier de leur titre de policier pour qu'ils ne puissent plus jamais exercer dans les forces de l'ordre parce que, je le précise jusque-là, ils avaient encore le droit d'être policiers, ils avaient encore le droit d'exercer normalement. D'ailleurs, aucun d'eux n'a vraiment été viré de la police, c'est eux-mêmes qui ont décidé de démissionner. William Farwell a d'ailleurs démissionné de son poste le 1er avril 2022. Et il s'est assuré malgré tout que quand il partirait de la police, il aurait encore un autre travail qui l'attendrait. En fait, le jour où il a démissionné, il a entamé une nouvelle carrière en tant que spécialiste des explosifs au sein de la Transportation Security Administration de l'aéroport international de Baltimore-Washington. Un peu après lui, son frère Matthew a lui aussi démissionné. Mais lui aussi, après ça, il a pu continuer sa vie normalement et d'ailleurs, il n'a jamais été arrêté ou quoi que ce soit dans le cadre de la mort de Sandra. Si ces trois policiers s'en sont aussi bien sortis, c'est sans doute parce qu'ils ont été protégés. En fait, on pense que l'ancien chef de la police de Stockton devait sans doute être au courant de bien des choses et que sans doute il a réussi à couvrir plusieurs de ses agents. D'ailleurs, toujours dans le cadre de cette enquête interne, on va découvrir que pas mal de documents avaient été classés alors qu'ils venaient révéler que pas mal de choses illégales ou même très étranges s'étaient passées à l'intérieur du commissariat.
Par exemple, les enquêteurs chargés de l'enquête interne vont trouver dans les archives un document qui accusait l'ancien chef de la police d'avoir tenté de renverser l'un de ses officiers sur le parking de la commune. On ne sait pas pourquoi il aurait fait ça, on n'a pas plus de raisons, simplement ce papier a été mis aux archives. Un autre document qui lui aussi avait été classé accusait formellement un des officiers d'avoir pris des photos à caractère pornographique d'une femme sans qu'elle le sache et de les avoir montrées à l'ensemble de ses collègues du commissariat. Évidemment, lorsque toutes ces découvertes ont été rendues publiques, les habitants du Massachusetts ont été extrêmement choqués. D'ailleurs, les tantes de Sandra, qui étaient toujours en vie, ont été extrêmement révoltées de voir tout ce qui se passait dans la police, à quel point cet univers était malsain, et elles ont alors été d'autant plus sûres que Sandra avait été tuée par la police. En décembre 2022, la famille de Sandra a alors intenté une action en justice pour mort injustifiée contre Robert Devine et les frères Farwell. De plus, elles ont porté plainte contre les 3 officiers pour agression sexuelle sur Sandra. Dans cette plainte, elles les accusent également de l'avoir agressée sexuellement dès son plus jeune âge, donc à partir de ses 13 ans, lorsqu'elle avait intégré le programme jeunesse de la police. Ils ont également accusé le département de police de Stockton de négligence à l'embauche et dans la supervision des officiers. En fait, si on cherche un petit peu plus loin, on comprend que les frères Farwell n'auraient jamais dû être embauchés dans la police. En fait, quand ils étaient adolescents, donc bien avant qu'ils soient policiers, ils avaient été arrêtés à plusieurs reprises parce qu'ils se faisaient passer pour des policiers et ils s'amusaient à arrêter des voitures. Il faut savoir que c'est très grave de se faire passer pour un policier et pourtant seulement 1 ou 2 ans après leurs multiples arrestations, eh bien, ils ont été embauchés officiellement dans la police. Au final, vraiment, cette histoire est folle parce que l'enquête interne est venue révéler vraiment beaucoup de choses, mais le légiste n'a jamais voulu changer son rapport disant que Sandra s'était suicidée et donc il n'y a jamais eu d'enquête réellement liée à sa mort. Oui, ses tantes ont porté plainte, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, donc je ne sais pas si ça va vraiment mener à quelque chose. Sincèrement, moi je suis assez convaincue que Matthew Farwell a quelque chose à voir dans sa mort. Je pense vraiment qu'il ne voulait pas qu'elle ait ce bébé et qu'il n'a rien trouvé d'autre que de tuer Sandra pour essayer de s'en débarrasser totalement. C'est que mon avis, mais je trouve vraiment que le simple fait que Matthew se soit rendu chez elle et qu'après elle ait plus jamais donné signe de vie, rien que aussi comment il était habillé quand il s'est rendu chez elle, son visage était totalement caché, donc rien que ça pour moi c'est la preuve ultime qui lui a fait du mal. Mais bon, encore une fois, c'est que mon avis et j'espère réellement que les plaintes que les tantes de Sandra ont déposées vont vraiment mener à quelque chose. Mais voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette histoire, toutes vos théories, tout ce que ça vous inspire. Je vous lirai avec beaucoup d'attention. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!